Volkswagen vient de dévoiler l'E-Cross, son nouveau SUV électrique. Et maintenant, Xpeng s'attaque au marché européen avec l'Xpeng L03 et qui s'affiche à un prix de départ sous les 36 000 euros. C'est donc moins cher que l'ID Polo ou l'ID Cross, tout équipé, tout en étant un véhicule bien plus grand avec une meilleure autonomie. Ça veut dire qu'en taille, il rivalise aussi avec le Tesla Model Y, l'ID4 de VW et compagnie, soit en tout électrique, soit avec prolongateur d'autonomie. Alors, les nouvelles EV allemandes sont-elles déjà mortes avant même d'arriver sur le marché? Ce sera vraiment crucial. On va regarder ça de près. Extérieur, intérieur et technologie de la toute nouvelle Xpeng L03 avec Thomas sur Auto Full en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti pour l'avant avec cette très jolie couleur violette. C'est la tendance actuelle avec plus qu'un simple feu de jour ici à l'avant. Et bien sûr, ici, on a un look VE très épuré. Les volets inférieurs ne s'ouvrent qu'à la demande et le coefficient de traînée est de 0,228. C'est extrêmement bas pour un SUV, mais vous voyez, il n'est pas trop haut. Un petit côté crossover, peut-être. Ça rappelle aussi un peu le Toyota CHR, parce qu'on a cette ligne de toit flottante ici. Et vous connaissez peut-être son grand frère, le X-Trail G6. Celui-ci est seulement 10 cm plus court, de côté, 4,65 m. Celui-ci est un peu plus bas, un peu moins haut. Le J6 fait plus SUV mature, il est plus bas. On a des roues de 18 ou 20 pouces. Ce sont les roues de 18 pouces, car les 20 pouces sont aussi pour la version Ultra. On va bientôt en reparler, des hanches très marquées, et puis là, bien sûr, une suspension arrière indépendante. Et vous avez une propulsion arrière ou une transmission intégrale en option, 6,6 secondes pour la propulsion avec la grande batterie et 4,5 secondes d'accélération avec la transmission intégrale, qui ajoute un moteur électrique à l'avant. La version Alto, en effet, est le haut de gamme avec des jantes de 20 pouces et 3 puces supplémentaires pour la conduite autonome et le stationnement automatique. Ces options ne sont donc pas incluses dans les versions de base. Comme je l'ai dit, le prix d'entrée en Allemagne est sous les 36 000 euros pour la petite batterie. Vous avez deux tailles de batterie ici, très belle intégration des feux arrière. Ça ressemble un peu à une Porsche, même à l'arrière. La trappe de recharge est de l'autre côté. Pour la version 100% électrique, vous avez soit 56 kWh net en LFP, soit 69 kWh. Et vous avez une recharge AC de 11 kW et presque 240 kW en DC pour la plus grande batterie. Et toutes les versions se rechargent de 10 à 80% en environ 20 minutes, ce qui est plutôt intéressant car elles utilisent l'architecture 400 volts. Ça peut décevoir au début, alors que son grand frère, le G6, qui est aussi plus cher, utilise une architecture 800 volts. Mais 20 minutes pour passer de 10 à 80%, c'est vraiment très bon. Ils exploitent donc tout le potentiel de ce système de recharge en 400 volts et proposent visiblement une très bonne courbe de recharge. Jetons un coup d'œil ici. La version tout électrique a un coffre avant, mais je peux aussi vous donner les chiffres pour la version avec prolongateur d'autonomie qui roule toujours en électrique. Mais si vous venez à manquer d'électricité de la batterie LFP de 37 kWh, le moteur thermique sert alors de générateur. C'est un 4 cylindres d'1,5 litre et sous le capot de l'électrique, des vérins à gaz. Et on a aussi un coffre avant qui peut contenir bien plus qu'un câble de recharge. C'est donc vraiment très utile au quotidien. Et voilà, d'ailleurs, avant même de monter à bord, ces portières doivent bien sûr aussi respecter les lois chinoises. Et là, elles sont intégrées comme ça, un peu comme la solution de BMW, mais elles s'ouvrent manuellement de cette façon. Pas de vitrage feuilleté, mais à ce prix, pas de problème, elles sont vraiment très épaisses, ces vitres. Et le bruit de fermeture de la porte est plutôt bon, même si on a des vitres ou des portes sans cadre. Et ça, c'est plutôt rare. Et on a deux intérieurs différents, un clair, genre gris clair, ou un gris foncé. Celui-ci, c'est le plus clair, c'est encore plus intéressant. Jetons un coup d'œil juste là. Et voilà, c'est l'intérieur gris clair. Une belle intégration discrète de l'éclairage d'ambiance comme vous voyez là. Et tout est agréable et doux au toucher ici aussi. Commande de vitre classique. Ici, c'est la poignée de porte très simple à utiliser. La partie inférieure là, c'est du plastique dur, mais au moins, il y a un tapis en caoutchouc tout au fond. Et puis,
Encore une fois, cet intérieur gris clair, le volant est déjà en matériaux vegan. Très doux aussi, agréable au toucher et de vraies molettes physiques ici avec un moletage en métal galvanisé à gauche et à droite. C'est par exemple pour le volume. Il y a aussi de vraies molettes physiques ici, par exemple pour le bouton des aides à la conduite ou les modes de conduite. Et puis les sièges, il y a aussi un simili-cuir haut de gamme dans les deux coloris. Ici, vous avez aussi ces touches violettes, bien sûr assorties à l'extérieur. Matière super douce en surface. Ici aussi, bonne profondeur d'assise. Le confort est donc privilégié. Et ici, ce moletage métallique autour des boutons de réglage du siège. Ça, c'est le soutien lombaire. Sur la finition Ultra, vous auriez aussi un massage par point, alors que les finitions de base ici n'ont pas de vrai massage ciblé, mais plutôt un massage qui fait juste entrer et sortir le soutien lombaire. Et oui, ces sièges sont vraiment très confortables. Vous voyez, d'après ma position et l'angle de mes genoux, que ce n'est pas le plus haut des SUV. Le J6 serait donc un SUV plus grand où on est plutôt assis comme ça. Pourtant, niveau longueur, il rivalise aussi avec un Skoda Elroq ou un VW ID4, mais au prix du segment inférieur. C'est étonnant. Le volant se règle en profondeur et en hauteur. Contrairement à la version chinoise, la version européenne dispose de compteurs numériques séparés, car les clients européens et américains apprécient particulièrement d'avoir de vrais instruments numériques. Ouais, je veux dire, ils sont, disons, assez grands et directement montés sur le volant. C'est une course courte, vous voyez, pas longue, mais visiblement, ils ne pouvaient pas l'intégrer ici. Pour une course longue, pas de problème. Ils ont aussi l'affichage tête haute. Et presque tout est de série. Ici, c'est intéressant, ils ont aussi des fixations d'1/4 de pouce. Là, on peut, vous savez, y visser des choses comme des supports de caméra. Peut-être qu'on pourra l'utiliser pour la conduite, je ne sais pas trop, ou alors on prend nos ventouses standards. Ouais, la qualité des sièges est bluffante. Et le confort avec mon mètre 89 ou que je mesure, il reste encore de la place. Et le revêtement intérieur du plafond est super doux sur toute la longueur. Et regardez-moi ça. Léa va apprécier ça. Ici, ce miroir éclairé. Et regardez-moi ça comme il est grand. Ces miroirs. Salut, Lia. C'est dingue. Et là aussi, c'est doucement rembourré en dessous. C'est encore une fois une tendance qu'on voit souvent chez les nouveaux constructeurs chinois. Ils font vraiment attention à la qualité de finition intérieure. À un stade ultérieur, il faudra bien sûr voir comment ils se comportent sur la route. Mais la qualité de finition à l'arrêt est vraiment cool. Le seul truc quand on est très grand comme moi, c'est qu'on sent que ce n'est pas la position haute d'un SUV, mais plutôt une position un peu crossover à l'intérieur du véhicule. Bienvenue dans le cockpit. Écran de 15,6 pouces juste ici. La plupart des fonctions passent par là. Passer les vitesses est facile ici. Léa adore ça. Chaque fois qu'elle conduit une Mercedes puis monte dans une autre voiture, elle se dit « Oh non, encore les essuie-glaces !» Ouais, serré à gauche pour l'essuie-glace et bien sûr le clignotant. Au fait, il a un toit vitré qui va d'un bout à l'autre de la voiture. Il n'y a pas de pare-soleil supplémentaire à installer. Il y a bien sûr un filtre thermique intégré. Tout est moussé ici, même le tableau de bord. Les matériaux sont de qualité. Et voici encore une fixation d'angle. Moussé ici aussi. Belle intégration de l'éclairage d'ambiance. Bon choix de matériaux. Boîte à gants classique ici. Pas très grande, mais vous avez plus de rangement, par exemple, juste ici à l'avant. Ensuite, vous avez ici sur le dessus une charge à induction de 50 watts, également avec ventilation. Design adaptatif à 3 points pour porte-gobelet. Et plus d'espace ici sous la coudoir. C'est vraiment très profond. Et vous avez aussi des ports USB-A et USB-C juste en dessous. Et vous avez encore plus d'espace en dessous. Ça va encore plus profond. Je ne sais pas trop pourquoi c'est si profond, genre tellement profond. Peut-être pour l'eau, mais il y a aussi une autre interface électrique à 3 broches juste derrière. Alors ouais, pas sûr que ce soit la version finale. Mais ouais, on a vraiment pas mal d'espace. On checkera l'arrière de près bientôt, mais ouais, le siège est super confortable. C'est le principal. On est quand même bien assis, même si c'est pas trop haut, mais ça me va quand même. J'aimerais toujours, bien sûr, des molettes physiques pour la clim. Au moins, c'est facile d'accès sur l'écran. C'est pas trop loin du volant. Et chose vraiment très importante, ce siège que vous voyez ici est équipé non seulement du chauffage, mais aussi de la ventilation sur 3 niveaux, aussi bien pour le passager que pour le conducteur. C'est top. Volant chauffant aussi.
Et toutes ces options de luxe sont de série. Oui, la batterie plus grande coûtera quelques milliers d'euros de plus, mais là, il faut vraiment voir ce que vous obtenez pour ce prix. Et ça met une sacrée pression sur les constructeurs actuels, parce que les gens commencent à se dire « Attends un peu, j'ai plus de fonctionnalités pour moins cher ». C'est bien sûr la tendance du secteur. Le rétro en haut est d'ailleurs aussi sans cadre, un design très élégant donc. Et ils ont embauché pas mal de Européens pour ce modèle. Le chef du design de l'extérieur est en fait l'ancien designer extérieur de chez Ferrari, pas celui qui a conçu la Luxi. Ça, vous savez, c'est le design de chez Apple. Et ici, bien sûr, comme le revêtement de l'intérieur des sièges et tout ça, on ne voit presque rien qui ne soit pas... Oh, regardez ça. Oh, le soutien lombaire du siège passager ressort vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, on dirait, ouais, le siège est enceinte, en effet, et on peut aussi le reculer électriquement maintenant. On se retrouve encore une fois avec un matériau d'assise hyper moelleux. On a presque envie de toucher le siège tellement c'est doux. Franchement, très impressionné par la finition intérieure. Côté infodivertissement, ils doivent faire des efforts, surtout pour séduire les clients européens visés avec cette voiture. Et l'un des trucs, c'est que vous voyez, il y a plein de caméras ici, une vue à 360 degrés, mais ils ont mis un GPS basé sur Google. Donc, il y a deux choses. Vous avez Apple CarPlay et Android Auto. C'est très important. Vous savez, les gens veulent ça ici. Vous pouvez voir ici, sur le côté gauche, par exemple, je peux aussi l'agrandir. Oui, voilà comme ça. Voilà. Google Maps, une intégration native et aucun autre constructeur chinois n'a encore fait ça de cette façon. On sait que Volvo et Polestar possèdent tout l'écosystème Google. Ici, ils ont choisi une autre voie. C'est donc le premier constructeur, à part Mercedes, à utiliser son propre système d'exploitation tout en intégrant Google Maps. Ici, Xpeng et Mercedes ont leur propre système d'exploitation avec Google Maps, alors que Polestar et Volvo intègrent carrément tout le système Google avec Google Maps en natif. Qu'est-ce qui est mieux ou moins bien? Il y a bien sûr toujours des pour et des contre. En tout cas, vous avez le GPS via Google Maps. C'est important pour le trafic en temps réel et les infos. Et là, vous gardez aussi votre interface habituelle, alors que Mercedes se dit « Eh, on veut quand même garder le style Mercedes ». Mais avec Google Maps en arrière-plan, à l'arrière, tout est moussé sur les portières, ici aussi. L'accès est ici, c'est tout moussé. Plastique dur seulement dedans, mais avec tapis en caoutchouc. Ensuite, de l'isofix sur chaque siège latéral et on retrouve le même cuir haut de gamme super souple. Et croyez-moi, on a juste envie de caresser ces sièges tellement la matière est agréable au toucher. Ensuite, il y a ceci, des porte-gobelets adaptatifs ici. Celui-ci s'ajuste de cette façon pour rester un peu plus droit. C'est pas mal aussi, mais on peut aussi s'incliner un peu vers l'arrière comme ça. Et là, quand je conduis en tant que grand, il me reste encore de l'espace pour les jambes, c'est correct. Même pour un plancher d'un VE. Et oui, je dirais que ce n'est pas le SUV le plus haut, mais bon, vu que c'est une plateforme électrique avec la batterie en dessous, l'angle de mes genoux n'est pas si mal. Parfois, dans ces VE, surtout ceux avec une assise basse, je me retrouve avec les jambes comme ça. Mais là, franchement, ça va. C'est super relaxant ici à l'arrière. Du coup, on peut se demander pourquoi on aurait besoin d'un véhicule de segment supérieur, pas vrai? Sûrement à cause de la différence de coffre. Ça, vous savez, on va vite le voir. Mais ici, niveau hauteur sous plafond, pour mon mètre 88, aucun problème. Et vous avez des crochets pour des vestes ou d'autres affaires, vous voyez. Et puis, il y a ces fixations d'1/4 de pouce pour d'autres caméras ou autres, et l'éclairage d'ambiance est aussi à l'intérieur de la portière. Et sous l'un des sièges ici, vous avez un tiroir de rangement supplémentaire pour y mettre du bazar et, vous savez, le faire disparaître. Passons maintenant au coffre qui fait 370 litres. Et là, on voit quelques limites par rapport au modèle G6, son grand frère. Caché ici sous le cache-bagages, c'est qu'on peut à peine tirer ce cache par-dessus, donc il faut ranger ses valises cabine différemment. On peut aussi l'enlever, bien sûr, et là, ça rentrerait facilement. Et puis, en dessous, on a un peu d'espace et ça ressemble à une isolation phonique supplémentaire ici. Donc, ouais, intéressant, non? Un peu d'espace en dessous, pas trop non plus. Et on peut régler ça comme montré avant, différemment, comme ici en position de chargement max. Et on a un rabattement individuel comme ça, et comme ça, et comme ça. Et maintenant, tout devrait se rabattre.
Pour les mesures ici, la longueur normale est de 86 cm, soit 34 pouces. La largeur ici, 1 mètre ou 40 pouces. La hauteur ici, dans la position la plus haute, 25 pouces, soit 64 cm. Et la longueur totale jusqu'au siège avant, on est à 1 mètre 85, soit 72 pouces. Les chiffres d'autonomie WLTP officiels pour l'hybride. Enfin, on devrait plutôt dire prolongateur d'autonomie, car ça reste de l'électrique avec cette batterie LFP de 37 kWh. Et le moteur vient en plus réservoir de 42 litres. L'autonomie promise pour la version avec prolongateur est d'environ 200 km en électrique et près de 1000 km au total, soit 600 miles grâce au prolongateur. Reste à voir en réalité. Pour les versions tout électriques, le cycle européen WLTP tourne autour de 450 km pour la petite batterie et 520 km pour la grande. Donc je dirais plutôt un bon 400 km, soit 250 miles, une autonomie qui inclut aussi la conduite sur autoroute et le reste. Et je viens de recevoir les tarifs détaillés, donc un peu moins de 36 000 euros pour l'entrée de gamme, comme je le disais. Ensuite, 39 000, un peu moins de 8 000 euros pour la grande batterie, donc environ 3 000 euros de plus pour ça. Ça logique. Ensuite, 42 000 euros pour la version 4 roues motrices avec moteur électrique à l'avant et l'Ultra avec la puce supplémentaire à 47 000 euros, jante 20 pouces incluse. C'est impressionnant, bien sûr, ces tarifs et aussi qu'elle charge assez vite pour une recharge en 400 volts. Et bien sûr, la qualité de finition intérieure, le confort et le fait de pouvoir se passer de cuir sans faire de compromis sur le luxe et qu'ils utilisent aussi de vraies poignées de porte à l'extérieur. On doit aussi voir ce que ça donne sur la route. Ce sera vraiment crucial. Mais l'ensemble, surtout en prenant en compte le rapport qualité-prix, est tout à fait convaincant. J'attends vos commentaires là-dessus. La seule chose, ouais, c'est que j'aimerais peut-être un peu plus de boutons physiques à l'intérieur parce que, ouais, je suis peut-être trop vieux pour ça, vous voyez? Mais ouais, hâte de voir aussi comment l'interface utilisateur se comporte au volant. Au moins, on a aussi l'assistance Google Maps, donc ils ont pensé aux besoins des clients européens. Et bien sûr, Apple CarPlay, Android Auto et tout le reste, on va bientôt l'essayer sur la route pour vous. Et rejoignez-nous pour d'autres vidéos sur Xpeng ou bien sûr sur ses concurrents directs.